Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement du simulateur d'alarme dont je vous ai présenté son montage en 10 vidéos. Au sommaire de cette vidéo numéro 100, je procéderai tout d'abord à la démonstration détaillée de tout le système et ensuite je vous expliquerai le fonctionnement de celui-ci étage par étage en vous projetant au travers de son schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins directement après le générique. Nous voici devant ce système en question qui est notre simulateur d'alarme que je vais sans trop tarder mettre sous tension afin de pouvoir directement commencer la démonstration détaillée de celui-ci. C'est parti. Donc là, j'ai mis le système sous tension. Et donc ici, nous avons besoin d'un aimant pour mettre en route le système en question. Donc l'aimant va représenter une porte que l'on va ouvrir, cet aimant étant placé devant le capteur à effet Hall que je vais déplacer. Et donc là nous avons un comptage qui commence, une animation avec un chenillard ainsi qu'un comptage au niveau d'un afficheur. Là nous avons l'alarme qui s'est enclenchée et pour arrêter l'alarme il va falloir taper une combinaison qui fait que dès que la combinaison est bonne, nous avons l'alarme qui s'est stoppée et une petite mélodie qui s'est enclenchée pour signaler que la combinaison était bonne et que l'alarme est arrêtée. Ici, on peut stopper l'animation de la LED, de LED ici, ainsi que remettre le compteur ici à 0. Alors voici le schéma de la partie détection qui se situe tout simplement ici jusque là. Mais avant d'aborder les explications de cette partie là, il faut que je vous explique d'abord une chose. Donc avant de concevoir le projet, je me suis d'abord fait un cahier des charges listant tout ce dont je veux que le projet réalise avant même de dessiner le schéma de ce système. Donc ce qui veut dire, avant de dessiner le schéma de ce système, je me suis imaginé premièrement le fonctionnement final du projet une fois le montage réalisé. Donc en premier lieu, dans le cahier des charges, il y a une détection d'ouverture de porte ou d'un boîtier ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai voulu un comptage de 0 à 9 avec une animation avant la sirène d'alarme. Ensuite, j'ai voulu que l'alarme envoie donc son signal, qui envoie une sirène d'alarme en fait de ce comptage. Juste après, j'ai voulu un code pour désactiver donc la sirène d'alarme. Et ensuite, et dernièrement, dans le cahier des charges, j'ai voulu que, une fois que l'alarme soit désactivée, qu'une petite mélodie s'enclenche pour bien montrer comme de quoi la combinaison tapée avec les boutons poussoirs est bonne et que la sirène d'alarme est ainsi arrêtée. Donc passons maintenant aux explications de cette partie détecteur, donc de l'étage de détection qui se trouve ici. Donc tout d'abord, comme nous avons pu voir dans la démonstration, quand je vais déplacer l'aimant devant le capteur à effet Hall qui se situe ici, le transistor interne de ce capteur devient passant et du coup le courant issu de la résistance de 560 ohms passe par celui-ci pour pouvoir passer plus facilement vers le pôle inverse de son alimentation. Par conséquent, plus aucun signal ne parvient au niveau de la broche 2 du NE555 ici monté en oscillateur bistable, ce qui a pour effet de déclencher celui-ci. On retrouve ainsi un signal de sortie au niveau de la patte 3
ici, qui aura pour conséquence de permettre l'allumage de la LED au travers sa résistance talon ici de 560 ohms. On retrouve donc les résistances 2 et 3 ici et ici au niveau de la broche 2 et de la broche 4 du N555 sont elles branchées en pull-up. En ce qui concerne la suite du montage, j'ai voulu ajouter un oscillateur instable réalisé à l'aide d'un second NE555, ce qui me permettra ainsi de pouvoir contrôler donc l'animation visuelle ainsi que le comptage avant le signal d'alarme. Donc le bistable ici, il alimente également donc ce second NE555 et la fréquence de celui-ci a été calculée de sorte que la LED ici, qui se situe ici, clignote environ une fois toutes les secondes via la formule suivante, à savoir 1440 qui est une constante, divisé par 2 fois la valeur de cette résistance, donc 68 fois 2 fois 2, plus la valeur de celle-ci, fois la valeur de ce condensateur-ci, ce qui a pour résultat 0,98 Hz. Donc nous avons une fréquence qui va osciller 0,98 fois par seconde. Le condensateur de 10 nanofarad qui se trouve ici branché à la patte sec ou la patte de contrôle de ce NE555 va permettre à stabiliser ce NE555 en mode fonctionnement. Donc comme je le répète, le bistable qui se trouve ici est activé lors de la modification du champ magnétique capté par le capteur alvéole ici, ce qui aura pour effet donc d'alimenter la sortie du bistable, qui lui, il va ainsi alimenter la stable qui se situe ici, et cette stable me sera utile maintenant pour pouvoir alimenter donc l'animation visuelle ainsi que le compteur juste avant le système d'alarme. En ce qui concerne l'étage animation et compteur, nous pouvons constater sur le schéma ici qu'il est basé sur un CD 4017 et un CD 4026. Le 4017 est alimenté donc également par la sortie du bistable, hein. Donc on voit ici sa broche 16 qui est sa broche d'alimentation, qui provient de la broche 3 du premier circuit intégré, à savoir le NE555 monté en bistable, hein. Donc si je retourne le schéma pardon, nous voyons que la sortie du bistable alimente et la stable ici, mais également par là pour pouvoir alimenter le CD 4017 qui se trouve ici. Donc quant à son signal d'horloge, hein, qui est au niveau de sa broche 14, il provient de la sortie, lui, de la stable. Donc comme nous voyons, nous avons la stable ici, nous avons la sortie de la stable ici, une résistance ici, mais ça je vais en revenir plus loin, pourquoi j'ai placé une résistance là, et on voit que également il repart par là, qui va ainsi rejoindre donc la broche d'horloge, du signal d'horloge du CD 4017. Donc le CD 4017 lui est câblé de sorte que ses sorties soient incrémentées à chaque pulsion positive, tout simplement car la patte 13 qui est la broche de validation d'horloge est connectée au négatif. Donc la patte 13 ici, donc qui est la broche de validation d'horloge. Pour que les sorties soient incrémentées à chaque pulsion positive venant de la stable, il faut que cette broche 13 soit raccordée au négatif. Si maintenant cette broche aurait été raccordée au positif,
les sorties auraient été incrémentées à chaque pulsion négative venant de la sortie de l'oscillateur instable juste en amont. La patte 15 qui est la broche de remise à 0 est également raccordée au négatif, car dans ce projet, la remise à 0 se fait donc, la remise à 0 de l'animation ici, se fait donc par le bouton poussoir qui est connecté entre la patte 4 du N9555 monté en bistable et le négatif. Donc nous voyons ici, nous avons notre bistable ici et nous avons un bouton poussoir ici qui lui est raccordé à la la broche de réinitialisation de ce N9555. Et donc, quand on va appuyer dessus, on va réinitialiser la puce, ce qui ne permettra plus à un signal de pouvoir démarrer au niveau de sa sortie. Cette LED sera éteinte, la stable ici sera également plus alimentée et le CD4017 ne sera du coup plus alimenté non plus, ce qui fait que l'animation au niveau des LED s'arrêtera d'un coup. Dans cette configuration, le CD4017, lui, il incrémentera donc ses sorties à chaque pulsion positive venant de la stable. Et donc les lettres 3 à 12 se mettront à clignoter l'une à la suite de l'autre. En ce qui concerne maintenant le CD4026 qui se situe ici, il est alimenté par le positif, lui, de l'alimentation. Donc on voit ici la broche 16 qui est sa broche d'alimentation est directement reliée au positif de l'alimentation du circuit. Sa broche 3 est également raccordée au positif, ce qui permet d'activer ses sorties. On voit ici la broche 3 ici qui est simplement sa broche d'activation des sorties. Si cette broche était reliée au négatif, tout simplement, l'affichage ici ne pourrait pas s'allumer car ces sorties ne sont tout simplement pas activées. Donc sa broche 2, quant à elle, ici, est raccordée au négatif, donc permettant d'activer la broche d'horloge qui est la patte E. Si cette broche 2 était raccordée au positif, la broche 2 en fait c'est simplement la broche de désactivation de signal d'horloge. Et vu que sur le 4026, toutes les broches d'activation ou désactivation se font par un niveau logique haut. Et donc si cette broche 2 aurait été raccordée au positif de l'alimentation, la broche d'horloge, de signal d'horloge, aurait elle été désactivée. Donc on aurait pu avoir autant de pulsions positives venant au niveau de la broche 1. Si cette broche d'horloge est désactivée, il n'y aura pas ainsi un comptage qui va se faire au niveau des sorties. Son signal d'horloge provient également de la sortie de la stable. Donc nous voyons ici le signal d'horloge qui est sur la broche 1. Il vient de là. Il est raccordé au signal d'horloge du CD4017. Elle-même raccordée donc à la sortie de l'oscillateur instable construit à l'aide du deuxième N555. Les sorties du CD4026 sont connectées directement aux broches de l'afficheur. Donc nous voyons ici que les sorties sont directement raccordées aux broches respectives de l'afficheur à LED 7 segments qui se situe ici. Ces sorties donc, sont incrémentées à chaque pulsion positive au niveau de la broche 1. Donc à la première pulsion positive ici, les sorties vont s'incrémenter. Nous aurons ainsi le chiffre E qui va s'afficher ici. À la prochaine pulsion, les sorties vont de nouveau s'incrémenter et là ce sera le chiffre 2 qui sera affiché ici et ainsi de suite jusqu'au chiffre 0. Le décodeur peut lui aussi être remis à 0 moyennant le bouton poussoir connecté entre la patte 15 qui est sa broche de remise à 0 et le positif ici. Donc le bouton poussoir ici, quand on appuie dessus, on voit que on active alors la broche de remise à 0 du CD4026, ce qui a pour effet d'annuler toute incrémentation au niveau des sorties et du coup nous aurons le chiffre 0 qui sera affiché au niveau de l'afficheur qui se situe ici.
la résistance 10, donc celle-ci de 10 kΩ, est connectée en pull-down et la résistance 11 protège quant à elle l'afficheur à LED qui se situe ici. Il est maintenant temps d'ajouter le premier relais au système. Donc jusqu'à présent, donc le montage était alimenté en 9 volts, mais la tension devenait donc insuffisante pour pouvoir exciter la bobine du relais qui se situe ici. Il a donc fallu que je privilégie une tension d'entrée alors de 12 volts. Celle-ci me posait problème car le courant était devenu trop important et par conséquent les sorties donc, du 4017 et du 4026 s'incrémentaient de façon assez étrange. Donc quand j'avais alimenté en 12 volts, l'animation ici se faisait de façon étrange ainsi que le comptage en lui-même se trouvant ici n'était pas très logique à cause du fait que j'avais un courant trop important, ce que j'ai découvert pendant le montage. Donc, j'ai dû installer une résistance de 150 kΩ, hein, dont je vais revenir dessus. Hein, quand on regarde l'autre côté du schéma ici, il y a une résistance ici de 150 kΩ, je vous avais dit que j'allais en revenir plus tard. Donc, c'est maintenant qu'elle montre toute son utilité. Donc cette résistance est connectée entre la sortie qu'on voit ici de l'astable et les broches d'horloge du CD4017 et du CD4026, hein, donc CD4017 ici et en même temps du CD4026. Et donc cette résistance permet d'avoir un fonctionnement normal, tout simplement en diminuant légèrement donc le courant, donc l'intensité au niveau qui circulait entre l'astable et les deux circuits intégrés ici, à savoir le 4017 et le 4026. Pour alimenter le relais, donc je reviens au schéma là ici du relais. Pour alimenter ce relais, j'utilise un transistor BC547 dont sa base est connectée à la broche 3, donc la première sortie du CD4017. Son collecteur ici est lui connecté au positif de l'alimentation et son émetteur à la bobine du relais, elle-même raccordée au négatif de l'alimentation. Une diode EN4001 et elle connectée dans un mode qu'on appelle en roue libre en parallèle à la bobine, ce qui me permet de protéger tout ce qui est en amont donc de cette partie de circuit d'un éventuel pic de tension provoqué par la bobine une fois qu'elle n'est plus alimentée. Car tant que la bobine est alimentée, le courant va circuler dans un sens, mais dès qu'elle n'est plus traversée par un courant, à ce moment-là, la bobine va remballer le courant dans l'autre sens, ce qui fait que donc elle va remballer le courant dans le sens contraire en formant un pic de tension, ce qui fait que cette diode, elle va permettre de protéger tout le système de façon à, comme son nom l'indique, une diode de roue libre. Le courant venant comme ça, ce courant ne partira plus dans l'autre sens, il repassera comme ceci, et ainsi de suite. Il va tourner en rond jusqu'à ce que le courant devienne de plus en plus faible. Jusqu'au moment de ne plus exister, quoi. Donc, le relais s'actionne avec une tension de 12 volts. Hein, donc la tension nominale de la bobine de ce relais est de 12 volts et possède deux inverseurs. On voit un inverseur ici et un inverseur ici. La bande commune du premier inverseur est raccordée au positif de l'alimentation et son contact ouvert à la bobine. Donc ici, son contact ouvert ici, il est raccordé à la bobine de façon à ce que quand la bobine est parcourue par le 12 volts,
l'inverseur bascule, ce qui verrouille le relais, car la bobine est toujours alimentée dans cette configuration, même si le transistor n'est plus saturé. donc, dès que nous avons un courant qui traverse la bobine ici, nous aurons les inverseurs qui eux vont basculer. En basculant, nous avons l'alimentation à ce moment-là qui vient ici au niveau de la broche commune de l'inverseur. Et le contact ouvert, une fois qu'il aura basculé, deviendra contact fermé. Il sera raccordé à la bobine, ce qui fait que l'alimentation vient comme ça, passe au niveau de la bobine pour rejoindre alors le négatif de l'alimentation. Ce qui fait que le relais, il s'auto-verrouille de lui-même. Et même si maintenant nous n'avons plus un courant assez fort pour venir saturer le transistor ici, la bobine du relais, le relais sera toujours alimenté grâce à cette configuration-ci. On voit également que la bande commune du second inverseur ici est également raccordée au positif de l'alimentation et son contact ouvert lui est raccordé à une LED au travers d'une résistance talon de 560 ohms qui s'allume dont la LED ici va s'allumer dès qu'il y aura une tension et un courant qui va traverser la bobine. Donc dès que la bobine sera parcourue par un courant, les contacts des inverseurs vont basculer. Le premier inverseur, donc comme je viens d'expliquer, il va verrouiller le relais, mais le second inverseur, lui, servira à alimenter et éclairer la LED qui se situe ici. Alors, en ce qui concerne le circuit de la sirène, dans un premier temps, je l'ai alimenté par le contact ouvert du second inverseur du relais. Donc ici, le contact ouvert du second inverseur de ce relais, je suis en premier temps venu ici alimenter donc ce circuit de la sirène, mais par après j'ai procédé à une petite modification dont j'en reviendrai plus tard dans cette vidéo. Cette sirène est basée sur deux NE555 montés tous deux en oscillateur astable. Les deux NE555 sont donc tout d'abord, comme je viens d'expliquer, alimentés par le contact ouvert ici du relais. Le premier servant à condenser le second qui se trouve ici. Cadencé, pardon. La fréquence du premier NE555 est de 14,54 Hz. Et la fréquence du second qui se trouve ici est de 480 Hz. Celui-ci étant utilisé pour créer le son donc de la sirène. La sortie du premier astable est raccordée à la broche de contrôle au travers d'une résistance ici de 1 kΩ. La sortie du second NE555 ici est raccordée à un haut-parleur via une résistance de 47 ohms en série à un condensateur de couplage ici de 100 microfarads. Cette résistance de 47 ohms, elle va servir à limiter le courant de la sortie de la stable qui se situe ici. Et le condensateur de 100 microfarads va être utile pour laisser passer que les sons audibles créés par cet oscillateur, tout en bloquant ainsi le courant continu. Courant continu, pourquoi? Maintenant, nous savons qu'un oscillateur a également le but de créer un courant alternatif. Et pour faire sortir un son hors d'un haut-parleur, bien entendu, le haut-parleur fonctionnant à l'aide d'une bobine, c'est un courant, donc cette bobine est alimentée par un courant alternatif provoqué par l'oscillateur, et donc ce condensateur, lui, il sert à bloquer le courant continu, ne laissant passer ainsi que donc, le signal alternatif au niveau du haut-parleur qui se situe ici. Le condensateur de 100 microfarads au niveau de la broche de contrôle de ce NE555 lui est utile pour donc, provoquer un glissement de fréquence progressif et non brutal, ce qui donne le son caractéristique donc, de la sirène d'alarme.
La suite du projet repose sur des portes logiques et pour ce faire, j'ai dû avoir recours à une tension stabilisée en 5 volts. Pour ce faire, j'ai utilisé donc un régulateur LM7805 que l'on retrouve ici sur le schéma. Sur sa patte de gauche qui est son entrée, elle est reliée donc au positif de l'alimentation. Donc on voit ici, on repart vers le positif de l'alimentation, il fait marquer ici VCC. Sa broche du milieu est-elle raccordée au négatif, parce que c'est la broche GND, ground, donc il faut la raccorder au négatif de l'alimentation. Et sa broche de droite, qui est sa sortie, elle est raccordée à une LED en série à une résistance talon de 180 ohms. 180 ohms, pourquoi? Parce que là maintenant du coup nous avons une tension régulée de 5 volts et une résistance de 560 ohms aurait provoqué un allumage très faible au niveau de la LED qui se situe ici. Donc vu que nous avons plus de 12 volts mais maintenant ici du 5 volts, fatalement la valeur de la résistance ici doit baisser pour être maintenant calculée et établie à 180 ohms pour que la LED s'allume et s'éclaire de façon normale. Le régulateur prend, donc concernant le fonctionnement de ce régulateur, il prend la tension de 12 volts au niveau de son entrée et intérieurement, donc dans son boîtier, il va diminuer cette tension pour ne laisser passer que 5 volts au niveau de sa sortie. D'où que c'est qui s'appelle régulateur. Les condensateurs de 22 nanofarads et de 100 nanofarads raccordés aux entrées et sorties de ce régulateur servent tout simplement à filtrer les variations et fluctuations de tension, d'où que la tension en sortie ici est donc stabilisée. Donc nous aurons un 5 volts ici en sortie régulé et stabilisé. L'étage du circuit de la combinaison codée repose sur 4 boutons poussoirs, ici, et une puce TTL 7408 qui se situe ici, qui contient 4 portes E à 2 entrées chacune. Donc on voit nos 4 portes E ici, et à chaque porte nous avons ici 2 entrées et une sortie. Le tout donc est alimenté par la sortie ici du régulateur 7805 ici. Les entrées de la première porte sont les pattes 1 et 2 que l'on voit ici, 1 et 2. Pour la deuxième porte ce sont les pattes 4 et 5. Pour la troisième porte ce sont les broches 9 et 10. Et 12 et 13 pour la dernière porte E. Une des entrées de la première porte est placée de façon permanente à un niveau logique haut grâce à une résistance pull-up de 10 kΩ. Donc on voit, hors du 5 volts régulé, nous aurons une résistance pull-up de 10 kΩ qui sera directement raccordée à la première entrée donc, de la première porte E du 7408. La seconde entrée de cette porte est reliée donc à un bouton poussoir, donc qui est S3. On voit ici, donc S3 qui est ici. Et quand on va appuyer dessus, la première lettre va s'allumer ici. Et deuxièmement, la seconde entrée sera maintenant placée également à un niveau logique haut. Et par conséquent, vu que c'est une porte E, la sortie sera également donc placée à un niveau logique haut. Donc quand j'appuie sur le premier bouton poussoir, donc sur l'autre page là, donc je vais placer à un niveau logique haut cette seconde entrée ici. Ce qui fera que nous aurons les deux entrées ici placées à un niveau logique haut. Et vu que c'est une porte E, nous aurons ainsi en même temps la sortie qui sera également placée à un niveau logique haut. Cette sortie est donc reliée à la seconde entrée ici, à la seconde entrée
par l'intermédiaire d'une diode EN4148, de façon à ce que le signal qui arrive à la broche 2, ici, ne puisse pas aller au niveau de la patte 3. Donc on voit que quand, en appuyant sur le bouton poussoir, on place la broche 2 ici à un niveau logique haut, mais ce signal ne sait pas venir rejoindre la sortie, car comme nous avons vu en porte logique, il est fortement déconseillé d'amener un courant ou un signal positif au niveau de la sortie d'une porte. D'où que j'ai mis une diode ainsi dans un sens bloquant. Cette diode, je vous explique le pourquoi elle est là. Donc elle est là tout simplement pour pouvoir verrouiller donc la porte ici en question, même si le bouton poussoir est en question, qui contrôle la broche 2 ici est relâché. Elle va verrouiller donc cette porte tout simplement en alimentant cette fois-ci la broche 2 ici de façon permanente. Donc comme on voit, quand nous aurons les deux entrées ici placées à un niveau logique haut, la sortie le sera également. Cette sortie sera réinjectée au niveau de cette broche 2, ce qui fera que même si on relâche le bouton poussoir, la porte E sera toujours, donc son entrée sera toujours placée à un niveau logique 1, du fait que le positif qui démarre ici vient se rajouter ici au niveau de la broche 2. Donc cette sortie est également reliée à une des entrées de la porte suivante. Donc comme on voit ici, la sortie est reliée à une entrée de la seconde porte E, ce qui permet à celle-ci d'être maintenant placée à un niveau logique haut de façon permanente également, à la même image que la broche 1 ici, grâce à la résistance pull-up. Les portes 2, 3 et 4 fonctionnent de la même façon, sauf qu'au niveau de la quatrième, il n'y a pas de verrouillage, et donc quand on relâche le dernier bouton poussoir, la LED elle s'éteint. Donc le dernier bouton poussoir, à savoir celui-ci, quand on le relâche, la LED ici elle va s'éteindre du fait que la quatrième porte E n'est pas verrouillée. Pour l'essai de cet étage, pour la vidéo de montage concernant cet étage de combinaison codée, j'avais placé une LED verte à la sortie de la quatrième porte au niveau de la broche 11. Ici, j'avais mis une LED verte à ce niveau aussi. Celle-ci s'allumait et s'éteignait en même temps que la lettre accordée au dernier bouton, car cette porte, donc comme je viens de l'expliquer, n'est pas verrouillée à l'aide d'une diode qui injecte donc le signal de sortie à la broche d'entrée qui se situe ici. Afin de pouvoir alimenter le second relais qui sera utilisé pour couper le signal d'alarme, je vais devoir avoir, j'ai dû avoir recours à un second oscillateur bistable, lui-même basé, à l'instar du premier, sur une puce NE555. Et pour que celui-ci donc délivre un signal au niveau de sa sortie, ici, il faut un niveau bas à la broche 2. Donc, comme nous l'avons vu, quand j'ai tapé donc, la combinaison avec les 4 boutons poussoirs, nous avons un signal positif qui démarre de la sortie de cette porte E ici, mais vu pour déclencher un bistable avec monté à base d'un NE555, il nous faut un signal négatif au niveau de sa broche de déclenchement. Pour ce faire, donc j'ai dû utiliser une porte inverseuse, et pour me permettre cela, j'ai eu recours à l'utilisation d'une puce TTL 7404 qui se situe ici. L'entrée de cette porte inverseuse est reliée à la sortie de la quatrième porte E comme nous voyons ici, à savoir la broche 11 donc du 7408. Comme expliqué juste avant, quand j'appuie sur le dernier poussoir, la sortie de cette porte E est placée à un niveau logique haut. Ici, donc c'est placé à un niveau logique haut.
pour être ensuite inversé à l'aide d'une porte non du 7404. Donc quand j'injecte un niveau logique O ici en entrée, en provenance de la sortie de cette porte E, en sortie de cette porte inverseuse, nous allons retrouver ainsi un signal ayant un niveau logique bas qui sera lui-même injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555. Donc la broche 2 du NE555, donc placée maintenant à un niveau logique bas, ça va maintenant permettre de déclencher celui-ci et de récupérer ainsi un signal au niveau de sa sortie. Et ce signal, je vais vous l'expliquer maintenant pendant les explications donc concernant les tâches du second relais qui se situe ici. Donc ce second relais va servir, comme je vous l'ai expliqué, donc pour couper la sirène d'alarme. Ce relais ici. La tension nominale donc de la bobine de celui-ci est de 5 volts et il possède qu'un seul inverseur comme nous pouvons le constater sur le schéma ici. Dès que la combinaison est entrée à l'aide des boutons poussoirs et que le bistable fournit maintenant un signal à sa sortie ici, la bobine de relais est traversée par un courant permettant à l'inverseur de basculer. Donc nous avons le signal démarrant de la sortie ici du bistable, il va traverser la bobine du relais pour rejoindre en même temps donc le pôle négatif de l'alimentation. Mais la bobine du relais est traversée par un courant, l'inverseur ici va basculer et se retrouver comme ceci. Mais pour pouvoir couper donc l'alarme, pendant le montage du projet en vidéo, j'ai procédé à une petite modification. Jusqu'à présent, donc les astables créant la sirène étaient alimentés en 12 volts par le contact ouvert du premier relais. Je vais reprendre donc la partie du schéma en question pour vous montrer où j'ai fait une petite modification. Donc, voilà. Voilà, donc ici on voit que c'est le contact ouvert de ce relais ici qui alimentait avant les deux NE555 ici qui créaient donc le son de la sirène d'alarme. La modification a donc consisté à retirer le fil reliant ce premier relais aux broches 8 des deux NE555. Donc ici, il y avait un fil qui reliait les broches 8 ici des deux NE555. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement retiré le fil, donc ici j'ai effacé le trait que j'avais fait. Et donc les 12 volts issus du contact ouvert qui se situe ici sont à présent injectés à la broche commune de l'inverseur du second relais, à savoir ici. Donc le contact ouvert du premier relais est lui connecté maintenant sur la broche commune du contact de l'inverseur ici de ce relais. Et le contact fermé, à savoir celui-ci, lui est raccordé donc aux broches 8 des deux NE555, à savoir la broche 8 ici et la broche 8 ici. Donc comme nous voyons, ces deux broches 8 elles repartent maintenant par là pour ainsi venir d'ici rejoindre le contact fermé de ce relais ici. Donc de cette façon, quand le bistable envoie un courant dans la bobine du second relais, ici, l'inverseur bascule, ce qui permet ainsi la coupure de la sirène. Donc quand l'inverseur ici va basculer, les deux NE555 qui créent la sirène d'alarme ne sera plus alimenté vu que ces deux contacts-ci ne seront plus reliés car l'inverseur sera maintenant positionné dans cette position-là.
Aux bornes de la bobine de ce relais, on retrouve également une diode de roue libre de type toujours EN4001 qui va me servir donc à protéger le NE550C qui se trouve ici, mais pas que, également tout ce qui est en amont, d'un pic de tension provoqué par la bobine dès l'instant qu'elle n'est plus parcourue ici par un courant. Donc je vais expliquer avec le premier relais de comment une bobine peut créer un pic de tension. Il est maintenant temps de venir aux explications concernant la petite mélodie qui s'active dès que le signal d'alarme est coupé. Mais avant tout, une petite précision en ce qui concerne cette partie. Elle n'est pas nécessaire au fonctionnement du système, j'ai juste voulu pousser le projet un peu plus loin. Donc cette partie repose sur l'utilisation d'une carte Arduino Uno, que j'ai symbolisée de cette façon sur le schéma. Ainsi on constate qu'il est tout à fait possible donc de combiner l'électronique pure, comme toutes les parties avant, et la programmation en ce qui concerne ici la carte Arduino. Avant tout, à l'aide d'un PC et d'une interface bien entendu de programmation, il faudra compiler le programme dans la carte Arduino. Ce programme est mis donc en description dans la vidéo précédente. Une fois le programme compilé dans cette carte, on peut passer donc au montage. Concernant le fonctionnement donc de cette partie, l'Arduino est alimenté par le contact ouvert du second relais. Donc je vais rechercher le circuit de la partie précédente. Et bien entendu, pour que c'est sur une autre page, mais c'est ici. Donc l'alimentation de l'Arduino se fait ici par le biais du contact ouvert de ce relais ici. Voilà, donc là on voit, nous avons le fil qui nous provient du contact ouvert du relais qui se situe donc ici, qui va alimenter donc notre carte Arduino. Pour ce faire, j'ai utilisé un contact de pile 9 volts et le chargeur USB construit plutôt dans la chaîne branchée qui sera ainsi branché à cette carte via un cordon USB. Quand l'inverseur du relais bascule, celui-ci alimente la carte Arduino. Donc quand le contact ouvert du relais, quand cet inverseur a basculé, le contact ouvert devient contact fermé, ce qui fait qu'un signal vient alimenter donc la carte Arduino. Et donc une des branches GND ou ground de cette carte doit être branchée au négatif de tout le système. Et le programme est audible dans un second haut-parleur qui se situe ici, par l'intermédiaire de la broche digitale 12. J'ai oublié de noter sur le schéma ici, mais la broche utilisée pour le haut-parleur, c'est la broche digitale 12 de la carte Arduino. Donc voilà un peu pour ce qui est du fonctionnement de tout le système du simulateur d'alarme que je vous ai présenté là lors des 10 dernières vidéos de la chaîne. Cette vidéo numéro 100 arrive maintenant à son terme. Concernant le schéma de ce projet, il sera illustré en photo juste avant le générique de fin de cette vidéo. En ce qui concerne les explications de ce système, j'espère avoir été le plus complet possible, mais surtout s'il y a quelque chose, la moindre chose que vous n'avez pas bien compris ou que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire, dont je me ferai le plaisir de vous répondre. Concernant la suite de la chaîne, je reprendrai là où je m'étais arrêté, à savoir au niveau des portes logiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ainsi qu'à vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche, pour rester informé des nouveautés de la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques, et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne Proton Électronique. Bye!